Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT des territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Voici les titres de l'actualité. Elles sont les héroïnes de nos hôpitaux, sous le feu des projecteurs et de l'actualité depuis un an. Stressées et à bout de souffle, les caméras de VIA Moselle TV ont pu rencontrer deux jeunes infirmières sur leur lieu d'activité. D'autres héros dans ce journal, les travailleurs du refuge de la Tanière près de Chartres. Ce lieu accueille des animaux sauvages qui ont été abandonnés ou retraités du cirque notamment. Là-bas, lions, éléphants et singes y vivent des jours heureux, vous le verrez. On le croyait parti, l'hiver et la neige sont de retour ces derniers jours dans nos montagnes. Pour le plus grand plaisir bien sûr des chanceux présents sur place. Parmi eux, les adeptes du ski de fond, comme a pu le constater la chaîne VIA Vosges. Enfin, nous vous raconterons dans ce journal l'aventure d'un habitant de Béziers qui se prépare à parcourir 6000 km à pied pour la bonne cause, bien sûr, entre le Burundi et l'Égypte. Pour l'heure, notre marcheur est encore en pleine préparation, vous le verrez. Je vous le disais dans les titres, cela fait un an désormais que les soignants ont pris de plein fouet la crise sanitaire. Fatigue, stress, lassitude, perte de sens même, ils subissent les conséquences d'une épidémie ingérable et particulièrement bien sûr les infirmières en réanimation. Oriane Valou, journaliste pour VIA Moselle TV, a pu suivre deux d'entre elles dans leur quotidien. Regardez ce reportage. Bon, du coup là on rentre dans la chambre d'un patient donc Covid positif. Un an après la première vague, le quotidien de Clémence Casadeval n'a pas beaucoup changé. Le mot Covid est dans toutes les bouches, dans sa tête en permanence. À 28 ans, elle a été diplômée de son école d'infirmière il y a à peine 2 ans et demi, et déjà la moitié de sa carrière s'est déroulée sous l'ère Covid-19. Et si elle a choisi d'intégrer les équipes de réanimation, la lassitude est désormais bien présente, entre confinement, travail harassant et peur de contaminer ses proches. On voit des gens comme ça et des morts tous les jours. Et en fait, on a l'impression de voir que ça, de rentrer chez nous et de continuer notre petite vie. Sauf qu'en fait, à côté, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se vider la tête, on ne peut pas avoir de gens. Ça fait qu'on n'a pas du tout d'exutoire. Au point que parfois, la jeune infirmière regrette son choix de carrière. C'est hyper intéressant. Mais après, si on m'avait dit qu'il allait avoir cette épidémie, j'aurais pas choisi ce service. C'est plus humain ce qu'on fait, enfin, c'est du travail à la chaîne. Clémence se souvient de ce chaos vécu par les équipes de soignants au plus fort de l'épidémie il y a un an. De 24 lits habitués à cette prise en charge, la réa est passée à plus de 40. D'autres services de l'hôpital ont dû également accueillir des patients Covid pour absorber l'affluence. Il y a eu notre centre d'Altir, de dialyse chronique en fait, qui a été ouvert en open space avec des patients de réanimation intubés. Vraiment, c'était incroyable en fait. Et si la tension dans le service de réa n'est plus aussi forte, l'hôpital de Mercy reste à un niveau élevé de prise en charge de cas Covid, notamment à cause du nombre de variants croissants, des cas devenus la norme, comme l'épidémie elle-même. Comme sa collègue, la réanimation de l'hôpital de Mercy est le premier poste de Julie Fazot. À 23 ans, cette jeune infirmière vit au rythme des intubations et des décubitus ventraux. Psychologiquement, c'est difficile parce que on se dit qu'on a déjà vu beaucoup de personnes mourir. Malgré tout, la jeune femme reste positive. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu prendre soin des autres et je le referai sans hésiter. Ce qui fait tenir, nous confient ces jeunes infirmières, c'est la solidarité entre collègues, une équipe soudée qui permet de ne pas flancher. Et parmi les personnes impactées par la crise actuelle, il y a les plus jeunes bien sûr qui doivent faire face à davantage de précarité. Fini pour eux les petits boulots. Des initiatives fleurissent un peu partout en France pour les soutenir financièrement. Une grande enseigne à Vannes a lancé par exemple l'opération 21 repas à 21 €. Et pour montrer aux plus jeunes que l'on peut cuisiner sans se ruiner, le chef étoilé Olivier Samson leur a préparé un plat pour 1 € seulement. Au menu, lentilles, carottes, œufs pochés. Comme vous pouvez le voir sur ces images de TBO, la recette a l'air absolument succulente. Des étudiants qui bénéficient aussi de petits prix pour se meubler ou s'habiller, comme dans le sud-ouest, à Bordeaux par exemple. Grâce à l'association Etu Récup et moyennant 3 € d'adhésion, les jeunes peuvent ainsi récupérer des équipements nécessaires à la vie de tous les jours et à des prix défiant toute concurrence. Ce sont des images qui nous ont été envoyées par TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Il nous menace par intermittence. Le confinement ne concerne pas que les hommes, il concerne aussi les chevaux. Une épidémie de rhinopneumonie provenant d'Espagne frappe les centres équestres français.
Dans la Loire, vous allez le voir, toutes les compétitions sont ainsi annulées jusqu'à la fin du mois. Précision et reportage d'Adrien Blétry pour TL7, la télévision de la Loire. C'est la semaine dernière que la rhinopneumonie touchait les premiers chevaux en France, un virus très contagieux et sa forme la plus grave se traduit par des problèmes moteurs et neurologiques, des troubles pouvant aller jusqu'à causer la mort de l'animal. La suspension des compétitions professionnelles est donc logique. Plus les chevaux sont brassés à droite à gauche et plus il y a des risques de prolifération de la maladie. Donc c'est normal que la fédération arrête toutes les compétitions. Ça vient en plus des problèmes liés au Covid. Et on avait au moins le droit à des compétitions pour les professionnels. Là, ça arrête toutes les compétitions jusqu'à la fin du mois. Aucun cheval ne peut rentrer dans l'écurie. Marine Segura, une cavalière du centre équestre d'Unieux, doit préparer des futures compétitions internationales. Le sélectionneur de l'équipe de France doit donc se déplacer. Et en tout, 100 chevaux sont donc confinés ici, dans cette écurie, mais leur vie n'est pas trop chamboulée. Ça les impacte pas vraiment parce qu'on continue à les sortir, à les travailler comme s'il n'y avait rien, donc ça leur provoque pas un gros changement pour eux. Les écuries françaises attendent alors la vaccination de tous leurs chevaux. Après ça, il faudra attendre 4 semaines, le temps que la dose administrée fasse effet. On reste dans le domaine des animaux, je vous emmène maintenant dans un zoo pas comme les autres. La Tanière est un zoo-refuge situé près de Chartres qui recueille, soigne et protège des animaux abandonnés, issus de trafic ou retraités du monde du cirque ou des laboratoires de recherche. C'est un projet hors norme initié par Patrick Violas pour sauver ces animaux abîmés par la vie et leur offrir une retraite dans la dignité. Regardez ce reportage de Christophe Rigaud pour le Grand Journal des Territoires. Des éléphants, des lions, des singes. La Tanière est un lieu unique en Europe. Plus qu'un zoo, c'est avant tout un refuge pour des animaux abandonnés, blessés ou issus de trafics illégaux. Cette incroyable arche de Noé, installée sur 14 hectares près de Chartres, est l'œuvre de Patrick Violas et de son épouse. Parmi les 600 pensionnaires accueillis par la Tanière, on trouve aussi des animaux de cirque aux histoires cabossées, comme le lion Dal. Son frère avait attaqué le dresseur, donc à mon avis son frère a mal fini. Et je pense qu'ils avaient un peu peur après. Ils nous l'ont amené ici. Par contre, c'est un des rares, son ancien dresseur, qui vient régulièrement le voir. Il est venu l'autre jour pour son anniversaire et qui nous appelle régulièrement pour avoir des nouvelles. À l'origine du refuge, une rencontre entre Patrick et Paolo qui décident de quitter le monde du cirque avec ses ours et ses otaries. Depuis, la Tanière offre une seconde vie à ces animaux. Imaginez que si on enlevait Paolo à ses ours, ça serait une catastrophe. Il les a eu tout petits, il les a sauvés, la mère les avait abandonnés quand ils sont nés, c'est pour ça qu'il a eu des ours, il ne voulait pas des ours Paolo. La Tanière accueille également des animaux de laboratoire, comme ces singes, qui ont passé la plus grande partie de leur vie en captivité pour des essais cliniques. Des animaux qui sont tous arrivés au refuge avec de lourdes séquelles psychologiques. On en a 2 ou 3 qui sont antidépresseurs, mais petit à petit ça s'arrange. On a encore 1 ou 2 qui ont quelques traces de séquelles, d'électrodes, là, notamment juste à côté. On fait des greffes de peau, etc. et ça va s'arranger. C'est pas parce qu'il a ça sur la tête qu'il ne peut pas vivre. Car plus qu'un refuge, la Tanière est aussi un zoo qui se visite. D'abord pour faire fonctionner économiquement la structure, mais surtout pour faire de la pédagogie. On explique aux plus jeunes, parce qu'on veut rentrer dans la tête des enfants, que Canel, Ruffiot, tous, ils ont participé à travailler sur la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Et que peut-être que grâce à Canel, Ruffiot, leurs grands-parents vivront un peu mieux leur maladie, qu'eux profiteront un peu mieux de leurs grands-parents. On ne dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien, on leur explique ça. Avec la crise sanitaire, la Tanière attend toujours de pouvoir rouvrir ses portes au public. Une situation délicate pour les finances du refuge, mais une aide d'urgence de l'État doit être prochainement débloquée. Une bouffée d'air indispensable pour la Tanière, qui depuis 2019 a déjà sauvé plus de 1000 animaux. Il y aura un peu de magie de brocéliande dans la nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris. Un arbre vieux de 90 ans a été choisi pour la charpente de la cathédrale. Justine Barrault pour TVR à Rennes s'est rendue dans la forêt bretonne pour un reportage tout en hauteur, vous allez le voir. Cet arbre vieux de 90 ans, mesurant 15 mètres, a été choisi pour la charpente de ce monument célèbre, détruit il y a près de 2 ans dans un incendie. Cet arbre a été sélectionné par un expert forestier
donc monsieur de Baguillon. Cet arbre a été sélectionné par rapport à sa rectitude, à sa qualité de bois, en fonction des cahiers des charges de la charpente. En tout, une vingtaine de chênes bretons a été abattue ces dernières semaines, à l'image de celui-ci à Pimpon. L'association des experts forestiers en charge du projet a eu une courte fenêtre pour réaliser la collecte. La contrainte biologique qui nous a été imposée, c'était qu'avant la montée de la sève, donc le démarrage de la végétation, les arbres puissent être coupés pour ne pas être trop gorgés d'eau. Donc effectivement, la montée de sève, commençant avec le changement de lune, normalement à la semaine prochaine, il fallait se presser pour qu'on puisse abattre ces chênes dans les bonnes conditions. Ces arbres ont été récoltés à partir de dons de propriétaires de domaines forestiers privés. La majorité viennent d'Ille-et-Vilaine, dont 8, rien que dans la forêt de Pimpon. On a des partenaires qui, en apprenant ce projet, des partenaires entrepreneurs forestiers qui travaillent régulièrement sur la forêt, nous ont proposé de replanter 15 arbres, 15 petits chênes pour un chêne abattu. Donc 120 chênes vont être reboisés. Dans quelques jours, l'arbre sera conduit dans une scierie. Le tronc devra sécher encore entre 12 et 18 mois avant d'être transformé en poutre de charpente. Voilà, dans ce journal L'économie en région, à présent avec Michel Picot. Bonjour Michel. Aujourd'hui, vous nous parlez de la start-up EONEF qui veut donner du sens à ses activités. Elle veut faire en quelque sorte un business for good qui peut dans certains cas sauver des vies grâce à leur ballon gonflable utile et intelligent, Michel. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Oui, je voulais vous présenter la start-up EONEF qui a mis au point des ballons intelligents gonflés à l'hélium. Et quand je dis intelligent, c'est que l'on peut équiper ces ballons photovoltaïques et autonomes de caméras, voire de relais téléphoniques. Autrement dit, malheureusement, vous le savez, lors de catastrophes naturelles comme des inondations, bien souvent le réseau de téléphonie mobile ne résiste pas et les populations se retrouvent alors coupées du monde. Les secours ont aussi du mal à travailler sans outils de communication. Grâce à leurs ballons, ils ont donc la possibilité d'installer un relais téléphonique branché sur les panneaux solaires souples, également installés eux-mêmes sur le ballon, et donc ainsi de rétablir les communications. Ces ballons sont capables de surveiller de grands sites industriels et de renforcer ainsi le dispositif de sécurité en limitant le personnel et le nombre de caméras installées. Sa solution a aussi été utilisée en Australie pour une mission d'observation de la faune sauvage ou encore sur l'île de la Réunion pour observer les oiseaux dans un milieu difficile d'accès. Les deux jeunes fondateurs, Julie Dautel et Cédric Tomissi, ont créé un business for good alliant performance économique et ayant un impact positif sur la planète et les humains. Et ces deux ambassadeurs actifs souhaitent désormais sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat engagé et à utiliser leur savoir-faire et leurs outils à disposition pour le bien commun. L'esprit entrepreneurial est en train de changer dans ce pays avec cette nouvelle génération de dirigeants. Merci Michel Picot, on vous retrouve dans un prochain JT des territoires. Vous avez dû d'ailleurs vous aussi le constater, après un épisode de température printanière partout en France, l'hiver s'est réinvité dans certaines régions. La neige est tombée en abondance sur la plupart des massifs ces derniers jours, pour le plus grand plaisir des fondeurs. Les fondeurs, ce sont les adeptes du ski de fond dont la pratique a explosé cette saison. Reportage à la Bresse, dans les Vosges, de Livia Bucher et d'Anne Didier pour Via Vosges sur place. Il y a une dizaine de jours, on se projetait plus facilement au printemps. Et pourtant, la neige nous a rappelé ce week-end que nous étions bien encore en hiver. Elle tombait en abondance ce dimanche du côté du domaine de la Bresse-Lichpa. Et qu'ils soient novices ou expérimentés, les skieurs de fond avaient bien prévu d'en profiter. On a regardé la météo ce week-end et on a vu qu'il neigeait ici, donc on a décidé jeudi de partir. Le temps est revenu, c'est le top quoi. On va en profiter à fond pour cette semaine. On avait rangé les skis et puis ressorti les baskets de trail. Ah, l'hiver n'est pas terminé, apparemment il va neiger toute la semaine, donc c'est génial, on va pouvoir encore faire quelques petits exercices pour se perfectionner éventuellement. Si certaines stations, comme celle de la Bressonnec, avaient annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux la fin de leur saison, ce n'est pas le cas ici au Lichpa qui a tout de même pensé à la fermeture. C'était quand même dans un coin de notre tête, c'était en fonction des conditions météo. Puis donc là, vu ce qu'ils annoncent pour ces jours à venir et jusqu'au week-end prochain, ça va être des super conditions pour skier encore. Coucou! Un prolongement bienvenu pour les skieurs qui profitent jusqu'au bout de cette saison particulière, avec des stations qui ont dû s'adapter. La fermeture des remontées mécaniques qui a engendré un report de clientèle sur les activités nordiques avec une saison exceptionnelle, voire historique même, des chiffres
jamais atteint. Avec nous à la Bresse, là, 80 000 skieurs qui sont venus. Bilan positif donc pour le domaine nordique du Lichpa qui devrait, si les conditions météo le permettent, rester ouvert jusqu'au 21 mars, premier jour du printemps. Ce dimanche, ils étaient plus de 320 sur les pistes du domaine. Preuve, si besoin, que le ski de fond a trouvé ses adeptes cet hiver. Une image encore de nos montagnes qui n'échappe pas, comme vous le constatez sur ces images, à la tendance fripe. Les caméras de 8 Mont-Blanc ont pu se rendre dans cette nouvelle boutique située à Morzine et portée par une jeune association, La Montagne Verte. Ce sont des images de nos confrères et partenaires de 8 Mont-Blanc. Jardiner, c'est bien connu, c'est bon pour la santé. Le printemps arrive et les Provençaux ont cruellement besoin de prendre l'air en cette période Covid, et notamment les citadins en manque de verdure, bien sûr, et c'est pour combler ce manque que l'association Zurich Taco met à disposition des jardins partagés sur l'île de la Barthelasse, à 2 pas du centre-ville d'Avignon. Une opportunité qui ravit les habitants. Écoutez les propos recueillis par le journal La Provence sur place, nos partenaires. Je viens à vélo, quoi. Et à vélo, on est directement comme si on était en ville et on est de suite à la campagne, quoi. Donc c'est super agréable et puis on rencontre des gens vraiment sympas. Pour les enfants, pour prendre l'air, pour renouer un peu avec ça, avec la terre, ça fait du bien, quoi. On reste dans le vert des jardins et dans le sud toujours, mais le sud-ouest cette fois-ci, où la rédaction de La Dépêche a eu la chance de se rendre dans l'une des fermes de la maison Chanel. Située au pied du château de Gaujac, dans les Landes, on y cultive sur 40 hectares la fleur fétiche de la marque de luxe, la camélia. Des images enivrantes, comme vous pouvez le constater. Écoutez d'ailleurs à ce propos Jean Toby, qui est botaniste et qui est à la base de cette belle aventure. Le partenariat avec la Maison Chanel nous a permis, dès 1997, de mettre en lien, bien que certains camélias, avec des procédés techniques extrêmement nouveaux et novateurs, d'extraire des molécules qu'on ne pouvait pas extraire avant avec des alambics ordinaires. À ma connaissance, on n'a pas, nulle part ailleurs, cette proximité entre la culture et le produit fini en un seul lieu. C'est un métier millénaire que nous allons vous présenter maintenant dans ce reportage qui a façonné le paysage de la presqu'île de Guérande en Loire-Atlantique, où les marais salants sont devenus la richesse de ce territoire situé entre la Loire et l'océan. Rencontre tout de suite avec un paludier passionné. C'est un métier méconnu et pourtant historique. C'est un reportage d'Anaïs Denette pour nos partenaires de Télé Nantes sur place. Regardez. Avant la saline, Nicolas a une vie normale, de celle qui vous file entre les doigts, où tout va vite, puis il a rencontré les marais et le sel. Alors ce qui me plaît, c'est déjà le calme. Vous voyez, on est là, on est pour soi. Et puis l'accord avec la nature, il faut être clair. Tout ça, ça a l'air naturel, on a l'air d'être en pleine nature, mais c'est pas vrai du tout. C'est entièrement construit. Et donc ça prouve bien que nous, les humains, sommes capables de faire des trucs en accord avec la nature. Ça fait 1000 ans que ça existe comme ça, et nous on est juste là pour l'entretien, pour améliorer si on peut, mais alors des toutes petites choses, parce qu'il y a 1000 ans que les gens améliorent, alors maintenant il n'y a plus grand chose à améliorer. Hein. À quelques mètres de la saline se dresse la Salorge, imposant monstre de bois, où se cache le travail de toute une année. C'est du sel de 2019, parce qu'on stocke toujours au moins une année de stockage pour que le sel s'égoutte bien, parce qu'il sort directement de l'eau, c'est du sel naturel. Nicolas n'est pas de ces agriculteurs taiseux. Parfois, il accueille des groupes scolaires pour rompre cette solitude du paludier. En ce moment, 2 acolytes poilus lui tiennent compagnie. Ça chasse les souris surtout. Alors plutôt que de faire du piégeage chimique, comme on fait, moi j'ai du piégeage naturel à la force des chats. De la Loire-Atlantique à la Martinique maintenant dans ce grand JT des territoires, avec un retour sur un défi relevé à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. 24 femmes du lycée professionnel de Croix-Rivaille à Ducos ont pris la barre d'une yole ronde. Une yole, vous allez le voir, c'est un bateau. Une discipline encore trop souvent considérée comme masculine. Ces femmes, déterminées à casser les idées reçues, ont profité de ce moment pour montrer tout leur savoir-faire. Propos recueillis par Via ATV Martinique, nos confrères et partenaires sur place. Une fois à bord, on se rend compte qu'on a le truc et on est capable et on s'y met et on a envie de se donner à fond. Et le résultat à la fin, il est là, on est content. Voilà, toujours dans l'actualité, ça fait assez de bruit pour que vous en entendiez parler. Alors que les théâtres et salles de spectacle sont toujours portes closes, certains artistes arrivent tout de même à jouer et à pratiquer leur art, notamment devant des classes d'élèves ou bien devant des professionnels du monde du spectacle.
Des représentations intimistes auxquelles très peu de personnes sont autorisées à assister. Reportage d'Hélène Galliana pour Via Le Mans TV, qui a pu, elle, y assister. L'image est devenue rare. Du public dans une salle de spectacle. Face à des professionnels du monde de la culture, Bertrand Cauchois présente sa dernière réalisation. On a heureusement le droit de faire venir des professionnels, donc des programmateurs et des programmatrices qui viennent pour voir notre travail et potentiellement l'acheter pour les saisons prochaines. Pour voir des spectacles, il faut retourner sur les bancs de l'école. Des artistes se produisent devant des élèves, comme ici, au lycée professionnel Jean Rondeau de Saint-Calais. On voit, à travers les discussions que je peux avoir avec eux, en tout cas ce manque de culture au-delà de la crise sanitaire. C'est pas assez. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est fait n'est jamais assez pour qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres imaginaires, etc. La compagnie a pris très tôt la décision d'annuler toutes ses représentations jusqu'à fin avril. On a fait le travail 2 ou 3 fois à chaque fois pour pouvoir remettre en place des propositions. Mais à chaque fois, ces propositions sont tombées à l'eau. Maintenant, c'est vers l'après que se tournent les artistes et caressent toujours l'ambition de retrouver leur public. Je ne me rappelle plus ce qui s'est dit. Il est régulièrement sous les projecteurs. Il s'agit du château de Grousset, à Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. Il accueille très régulièrement des tournages, d'émissions, de films. Il a été construit en 1815 et la bâtisse vient d'être rachetée par un repreneur qui souhaite en faire un lieu culturel. Un sujet de Mélanie Poquet pour la rédaction de TV78 dans les Yvelines. Bonjour. 3 tournages avec un point commun, le château de Grousset. L'édifice est aujourd'hui vide de nombreux meubles, mais pour une bonne raison. 2 ans et demi de travaux vont être lancés. Le château vient de se trouver un repreneur. Il a été donc racheté suite à un appel d'offres qu'on a lancé, qui a duré pendant un peu plus d'1 an. Et donc on a sélectionné donc une famille française qui est amoureux de l'art. Donc on a eu la chance de pouvoir construire un vrai projet avec eux. Et donc ils sont partis là, je pense à partir de la fin de l'année, on va partir sur des débuts de travaux. Initialement fondé en 1815 avec un premier bâtiment sur les terres de chasse de Louis XIV, construit pour la duchesse de Charraud, il est racheté en 1938 par Charles de Bestéguy. C'est un château qui a une particularité, c'est que très peu de gens savent que depuis 1950 jusque dans les années 70, date de décès de Charles de Bestéguy, tout le café society parisien venait faire la fête au château de Grousset. Ça a toujours été privé jusqu'en l'an 2000. Quand la famille de Bestéguy va vendre le château, c'est Jean-Louis Rémilleux qui va racheter le château derrière et qui pendant 10 ans va en faire une restauration. Il y a 6 ans, des amoureux du château et d'histoire se lancent dans l'aventure et créent l'association Patrimoine Aventure. C'est nous qui avons, entre guillemets, initié cette volonté de découvrir qui était ce personnage, Charles de Bestéguy, et de faire découvrir l'influence qu'il a encore aujourd'hui sur l'architecture et le design. Et donc on a créé une visite qui permet à chacun de comprendre la folie de cet homme, mais surtout l'influence sur l'architecture et le design. Le château est classé monument historique depuis 1993. À l'issue des travaux, des artistes seront accueillis à demeure. On devrait encore l'apercevoir dans de nombreux longs métrages. Le site accueille toujours des équipes de tournage. Voilà, vous l'avez vu dans les titres de l'actualité tout à l'heure, une belle et courageuse aventure pour terminer ce grand JT, celle d'un Biterrois qui s'apprête à parcourir plus de 6000 km à pied en longeant le Nil. Du Burundi jusqu'en Égypte, c'est un véritable parcours du combattant afin d'acheminer d'ailleurs des dons de médicaments pour la population sur place. Claude Cazès, c'est son nom, s'envolera pour son aventure en solitaire le 30 mars prochain. Pour l'heure, il se prépare à toutes les éventualités, comme vous allez le voir dans ce reportage de Fatima Kiati pour la rédaction de Via Occitanie sur place. Plus de 6000 km à pied en longeant le Nil à travers 7 pays d'Afrique. C'est le nouveau défi de Claude Cazès afin d'acheminer des dons de médicaments pour la population. Une aventure que ce père de famille a décidé de vivre seul en survie dans la nature. Alors forcément, cela demande du travail de recherche, manger en chassant et en pêchant ou éviter les prédateurs. Et les animaux, c'est pas dangereux, ils vont pas te manger tout cru. Aussi, il va rencontrer des animaux, il pourra me raconter ce qu'il a vu. Je pense que c'est un super aventurier parce que quand même, il y a pas tout le monde qui a le courage de faire ça.
Ce Biterrois de 38 ans a puisé ce besoin de se dépasser dans ses années à la Marine nationale et à la Légion étrangère. Il traînera un chariot de 50 kilos rempli de médicaments pour les ONG locales tout au long de son périple. Alors, il s'entraîne depuis des mois. Plus on se rajoute en fait de contraintes et plus on aura des facilités en fait à marcher. L'aventure débutera au Burundi, se finira 6 mois plus tard en Égypte, à l'embouchure du Nil. Le trentenaire espère parcourir 37 km à pied par jour. Je veux déjà me prouver à moi-même qu'effectivement ce type de défi c'est possible pour une personne ordinaire, mais je veux surtout montrer en fait aux personnes qui sont autour de moi, comme ceux qui ne le sont pas, que tout est possible. Ce qui fera que j'ai réussi, c'est en priorité que j'ai mon sac vide et donc que j'ai délivré tous les médicaments en premier, et en deuxième, je dirais que je puisse aller jusqu'au bout de cette expédition. Claude Cazes s'envolera pour son aventure en solitaire le 30 mars prochain et il prépare déjà sa prochaine expédition, l'Antarctique en 2022. Voilà, fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci à tous de l'avoir suivi sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bon courage à tous.